Voilà, Joseph Kabila a dit, il a mis en garde et a appelé à l'unité nationale sur ce plateau pour parler justement de ce discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Je reçois Alain Atundu-Liongo, il est porte-parole de la majorité présidentielle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Que représente ce discours d'abord pour la nation ? Bon, d'abord, c'est un discours constitutionnel, c'est-à-dire prescrit par la Constitution. Oui. Et en tant que tel, c'est un discours classique qui n'aborde pas tous les points d'actualité, qui aborde les points essentiels et donne des orientations fondamentales. Oui. N'est-ce pas pour l'année. Alors pour celui-ci, c'est un discours, on va dire, un discours tour d'horizon, je crois. C'est le président lui-même qui l'a dit, c'est un discours tour d'horizon. On a constaté quand même l'absence de l'opposition, une grande partie du moins. C'est la démocratie. Mais j'ai vu des députés de l'opposition, je ne peux pas les citer, mais j'ai vu des députés de l'opposition. C'est la démocratie. L'essentiel, c'est que ceux qui sont présents soient d'un tel nombre qui représentent l'ensemble du Parlement. Leur avis est constitutif de l'avis du Parlement. Donc ça c'est l'essentiel, qu'il y ait une, deux personnes pour des raisons personnelles ou politiciennes. Ça ne détruit pas l'essence de la démocratie et le sens de cette rencontre du chef de l'État avec les élus de la nation. Parlons maintenant du discours. Vous parliez d'un discours tour d'horizon. Ouais, c'est un discours tour d'horizon, une sorte, en architecture, on parlerait d'un plan masse qui donne les grandes orientations, les éléments les plus significatifs, sans entrer dans les détails. Par exemple, ici, le président a parlé d'embellie, une embellie générale de notre situation globale, au point que nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne voie. Il s'est embelli, il a cité quelques cas, par exemple pour l'enseignement, il a insisté sur la nécessité de mener une réflexion profonde sur la réforme de l'enseignement pour que notre enseignement soit à même de répondre aux problèmes de notre société. Pour la santé, je donne juste un cas, aujourd'hui, grâce aux efforts faits dans le domaine de la santé, la République démocratique du Congo est un pays sans polio. Oui. Les infrastructures routières, aujourd'hui, à peu près 19 provinces qui sont reliées entre elles, etc. Ça, c'est important. L'énergie, l'eau, c'est important aussi. Les barrages qui sont construits, etc. Et auparavant, d'ailleurs, la sécurité. La sécurité est garantie sur l'ensemble du territoire au point que il n'y a plus aucun coin où l'autorité de l'État ne s'exerce pas. Mais que voulez-vous? Les semeurs de troubles ce sont comme des rescueurs qui travaillent ou qui sortent à l'improviste. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Paris. Vous voyez ce qu'ils ont fait aux États-Unis, ce qu'ils font dans le reste du monde. Est-ce que c'est similaire avec la situation de Béni, par exemple? Oui, bien sûr. Ce qui s'est passé à Paris, c'est plus grave, parce qu'ils ne sont pas en état de guerre. Et comme ça, qu'il y ait un groupuscule qui prenne toute une ville en otage et qui prenne toute une nation en haleine, c'est très grave. Parce que des jeunes gens étaient allés meubler leur soirée au Bataclan, d'autres au stade, et voilà qu'on tire, il y a plus d'une centaine de morts. C'est très grave. Chez nous aussi, c'est grave. Mais seulement, j'allais dire presque, c'est normal, puisque là, c'est une zone de guerre. Donc, la portée de l'acte de l'insécurité à Paris est beaucoup plus grave. D'ailleurs, il suffit de voir les conséquences. Le président Hollande a décrété l'état d'urgence. Oui. Il a demandé la révision de la Constitution. Il a restreint les libertés individuelles. Qui c'est même lors de COP21, des écologistes qui voulaient manifester pacifiquement, entre guillemets, ont été empêchés pour ne pas
mettre en cause l'ordre public et la vie des gens, l'intégrité physique des participants. Donc vous voyez que mais on a senti un engagement ferme du chef de l'État sur l'amélioration du social des Congolais. Oui, bien sûr. Bien sûr, il a donné des chiffres. Mais ça c'est, j'allais dire, sur le plan logique, c'est la conclusion. Il nous a dit d'abord, il y a les embellis, j'ai cité un secteur. Il nous a donné les secteurs où nous devons faire un effort significatif parce que les aspirations du peuple ne sont pas complètement rencontrées. Il s'agit de la justice, de la distribution de la justice, il s'agit du problème des terres et il s'agit de la corruption d'une façon générale, avec le conseiller spécial chargé de la corruption, etc. Donc ça, ce sont des points où nous devrions faire un effort. Alors, pour que cet effort se fasse, j'allais dire, de façon normale, dans la synergie, il faudrait que nous travaillions dans la cohésion nationale. Et aujourd'hui, la cohésion nationale risque d'être en mal à cause de l'appréciation différente des acteurs politiques sur le processus électoral, à cause des difficultés, des obstacles objectifs qui se dressent sur la route du processus électoral. Alors vous évoquez le processus électoral, on a constaté que le chef de l'État a pris quand même un peu de recul par rapport à ce qu'il a déclaré l'autre fois lorsqu'il convoquait le dialogue, ce mot de scrutin indirect. Recul, il a explicité. Maintenant, les gens comprennent mieux sa pensée. Alors il s'agit de quoi? Mais il a donné des exemples. Soit le vote avec papier, aujourd'hui, vote secret avec papier, soit le vote électronique. Et on pourrait même penser recourir au vote à la mode de Mouzet. On dit, bon, comme il y a insécurité à Béni par exemple, bon, écoutez, ceux qui peuvent viennent au stade et ils élisent le maire, le gouverneur, etc. C'est comme ça. C'est ça les modalités de vote. C'est-à-dire les pratiques usuelles pour exprimer une façon de voter. Ça n'a jamais été question d'une révision de constitution, de changer les modes d'élection, non. Il s'agit de changer les modalités d'élection. Et cette fois-ci, le président de la République a été plus clair et j'espère que les prêteurs d'intentions, prêteurs professionnels d'intentions malveillantes sauront au moins reconnaître que voilà, nous avions mal compris et maintenant, il n'y a plus de débat. Alors lorsque le chef de l'État dit que les solutions de la RDC ne viendront pas ni des Nations Unies, ni de l'Orient, ni de l'Occident, qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, c'est une recommandation de sagesse d'une portée universelle. Comment? Il ne viendra jamais à l'idée du Parlement européen, on prend ça, de consulter le Parlement africain, de l'Union africaine, pour les problèmes qui concernent l'Europe. C'est aux Européens de se pencher. Par exemple, le problème des migrants, c'est d'abord un problème européen. C'est quand eux, ils ont tracé des pistes de solutions qu'ils peuvent maintenant intéresser ceux qui sont concernés dans la recherche de la solution. C'est ainsi qu'ils ont rencontré certains dirigeants africains à Valette, je crois, parce que la source de migration africaine se trouvait. Alors est-ce que ce n'est pas une façon de dire, la communauté internationale, on n'a pas besoin de vous? Non. Oui. Nous faisons partie de la communauté internationale et nous devons bénéficier de la solidarité de la communauté internationale autant que nous offrons notre solidarité à la communauté internationale. Le dernier cas en date, pensez donc en Centrafrique où nous avons envoyé des troupes pour la sécurité de la République centrafricaine. Donc c'est normal. Oui, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il n'a pas repoussé la proposition du médiateur du facilitateur international. Il a dit, le facilitateur, oui, mais ne nous faisons pas d'illusions, la solution proviendra des Congolais et non pas dans quelques officines obscures à Dakar ou ailleurs.
des gens qui ne connaissent pas les réalités présentes et historiques de notre peuple. Alors, lorsque Joseph Kabila met en garde contre ceux qui veulent comploter contre le pays, qui sont ces comploteurs? Mais je crois qu'on n'a pas besoin de faire un dessin. Oui. Ce sont des gens qui s'ingénient à vouloir bloquer la marche des institutions. Le président de la République, il est dans son rôle de garant de la nation, il convoque les acteurs politiques, et certains disent, non, certains refusent, et d'autres disent qu'il n'en a pas le droit. Pourquoi? C'est pour que le président de la République, qui est la première institution du pays, soit bloqué dans son fonctionnement normal. Et deuxièmement, le même groupe décide de se retirer des activités du Parlement pour des motifs pour le moins téméraires, comme on dit en droit. Tout de suite, n'est-ce pas? la démocratie. Alors, oui, bien sûr, mais la démocratie n'est pas un exercice téméraire de ses droits. Hein? C'est un exercice fondé et motivé, légitimement, n'est-ce pas? Ah donc, eux, ils ne veulent plus participer aux travaux de l'Assemblée nationale pour bloquer ou délégitimer les décisions de l'Assemblée nationale. Troisièmement, ils vont maintenant à l'extérieur du pays poursuivre un colloque sur la manière de résister, soi-disant pacifiquement, aux détenteurs de l'autorité. Alors, tout ce tableau insolite est surréaliste. Pourquoi? Parce qu'il est quand même surprenant que des gens patriotes, des leaders politiques, notoirement connus, refusent de participer à une rencontre pour la recherche des solutions à un problème majeur qui se pose à leur pays, le processus électoral, et qui risque d'emporter les acquis. Ils préfèrent aller assister à un colloque dont l'intérêt est douteux pour notre démocratie. À un colloque... Bon, ils vous diront que c'est de bonne guerre. Ils veulent aussi... Il ne s'agit pas de bonne guerre ici. Il s'agit des intérêts fondamentaux de la République. Oui. Vous ne pouvez pas quitter la République en péril au motif que je vais prendre des vacances. Non. Ils ont l'obligation, en tant que leader d'opinion, de chercher des solutions actuelles aux problèmes de la République, plutôt que d'aller, j'allais presque dire, en villégiature historique à Dakar, peut-être pour visiter l'île de Gorée. Non. Et Joseph Kabila leur déclare la guerre. Il ne leur déclare pas la guerre. Il est dans son rôle de rappeler, d'interpeller la conscience républicaine, démocratique et nationaliste de ces enfants qui sont en train de glisser, de quitter le droit chemin, pour dire que non, la violence, ce n'est pas la démocratie, non, la violence, ce n'est pas la solution à nos problèmes. Il est dans son rôle. Alors avec cette forme d'attaque frontale, ne va pas les éloigner davantage? Éloigner qui? Ces acteurs politiques que vous venez de citer. On dit force doit être à la loi. Eh bien, la loi doit être respectée. Lorsque vous parlez de l'article 64, dans son intégralité, on va dire, lorsque les conditions pour appliquer l'article 64 ne sont pas réunies, eh bien, si vous faites une action au motif que c'est l'article 64, alors vous tombez sous le paragraphe 2, à savoir combattre une autorité légitimement établie, c'est qu'il y a une infraction imprescriptible. Donc il ne faut pas jouer avec le feu pour que, en second lieu, on dise on m'a arrêté parce que je suis homme politique, parce que je pensais autrement. Ici, vous êtes les témoins privilégiés, n'est-ce pas, des opinions diverses. Des gens viennent ici, il arrive qu'ils se chamaillent, mais toujours dans un esprit de construction démocratique. Ça, c'est plus important. Je ne vois pas qu'est-ce que Y'en a marre va apporter à une solution aux problèmes qui se posent dans notre dialogue. Donc, on voudrait laisser le dialogue
pour basculer dans la violence. La démocratie n'est pas